Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Lynx FM 91.00, bienvenue dans Œil de Lynx. Nous sommes jeudi 3 mai 2018, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Reporters sans frontières a publié cette semaine son classement mondial de cette liberté en 2018 et elle évalue donc la situation du journalisme dans 180 pays. La carte de cette année témoigne d'un climat global de haine du journalisme dans le monde. Selon ce rapport, l'hostilité revendiquée des dirigeants politiques envers les médias n'est plus l'apanage des seuls pays autoritaires comme la Turquie, 157e, moins 2 places, ou l'Égypte, 161e. Les sentiments haineux envers les journalistes menacent désormais dangereusement les démocraties. C'est le cas notamment aux États-Unis, 45e avec une reculade de moins 2, en République tchèque 34e avec moins 11 points, en Slovaquie 27e au niveau mondial avec moins 10 points, ou encore à Malte 65e avec moins 18 points, où la journaliste Daphné a été assassinée dans l'explosion de sa voiture pour avoir exercé son métier. Dans cette nouvelle édition, la Norvège reste en tête du classement pour la seconde année consécutive, talonnée comme l'an dernier par la Suède, deuxième. Sur le continent africain, la Namibie, qui est 26e, qui n'a toujours pas adopté la loi promise sur l'accès à l'information, cède sa première place au Ghana, qui est 23e. La Guinée est classée 104e avec moins 3 points. Pour parler de cette liberté de la presse en Guinée, nous recevons Dr Mamadou Dinde Diallo. Il est vice-recteur chargé des études à la faculté de sciences sociales de l'université de Kindia à Foulaya. Il est auteur d'une thèse intitulée « Un siècle des journaux en Guinée, histoire de la presse écrite de la période coloniale à nos jours ». Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Merci à vous d'être dans Œil de Lynx pour coller toujours à cette actualité. Nous avons en direct Monsieur Boubacar Yassine Diallo, un grand journaliste, ancien ministre de la Communication, directeur général de la radio Horizon FM. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour, cher ami. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. La technique assurée par Mamadou Touré Diarietou Diallo, à la réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci, on se retrouve dans un instant. Lisez vos sites partenaires de Œil de Lynx, www.lelynx.net, guinédirect.org. Dr Mamadou Dinde Diallo, vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Foulaya Kindia, est notre invité dans Œil de Lynx. Envoyez-lui vos SMS au 669 911 911 et retrouvez-nous sur facebook.com/Œil de Lynx FM. Mais avant, l'actu du jour en 20 minutes. Nous commençons avec M. Boubacar Yassine Diallo, directeur général de la radio Horizon FM. Aboubakr. Alors M. Diallo, dans quel contexte les journalistes guinéens fêtent ce 3 mai? Je voudrais préciser que je ne suis pas le directeur général de Horizon FM, je ne suis que le promoteur. Donc, pour revenir à votre question, je voudrais dire que nous célébrons cette journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte très difficile pour la presse guinéenne, notamment en ce qui concerne l'exercice même de la profession. Il est vrai que du point de vue législatif, la Guinée est en avance, avec notamment la dépénalisation des délits de presse et le fait que les juges désormais appliquent la loi sur la presse. Mais à l'intérieur même de la profession et dans l'exercice même de la profession, il y a énormément de difficultés que les journalistes ont rencontrées et continuent de rencontrer. Et je pense qu'il y a, par exemple, des dérapages qui doivent être arrêtés, mais il y a aussi des violences exercées sur la presse et sur les médias qui doivent aussi cesser. Et selon le rapport de 2018 de Reporters sans frontières, la Guinée, classée 104e, a reculé de 3 points. Comment l'expliquez-vous? Bon, vous savez que 2017 a été une journée particulièrement difficile pour les médias et pour les journalistes. Témoins, ces journalistes qui ont été bastonnés, leur matériel détruit par des gendarmes et ces violations sont restées impunies à date.
Ensuite, des militants de partis politiques se sont attaqués à des radios et à du mobilier de ces radios-là. Ensuite, des journalistes ont été interpellés injustement, d'autres d'ailleurs continuent à être harcelés. Tout ceci était de nature à faire perdre des points à la Guinée. Alors, quels sont les enjeux et les défis qui se posent à la liberté de la presse en Guinée? Le premier défi, c'est celui de notre propre existence. Je constate en même temps que vous, sûrement, que tout le monde est devenu journaliste en Guinée. Au point qu'aujourd'hui, on peut bien se demander qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ensuite, il y a tellement de supports qu'on se demande lequel faut-il lire. Est-ce qu'il faut donner du crédit à tel ou à tel? Je pense que le public est totalement perdu. Donc je pense que le premier défi concerne déjà l'existence même de la profession de journaliste en Guinée. Et je pense que les professionnels devraient se pencher sur cette question pour voir s'il y avait encore des possibilités d'assainir la profession, parce que là également beaucoup d'individus se sont infiltrés dans la profession parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'emploi ailleurs. Et ça, c'est un défi. Le deuxième défi, il est d'ordre technique et technologique. Nos médias ont du mal à se constituer en de véritables entreprises de presse, au point que vous voyez une radio, ces équipements d'il y a 10 ans n'ont pas été encore remplacés. Donc là, c'est un défi qu'il faut. Ensuite, il faut s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le troisième défi, c'est celui qui est lié à l'exercice même de la profession par les journalistes. Aujourd'hui, le démon argent est arrivé par effraction. On voit des patrons de presse qui s'engraissent. On voit des journalistes qui grossissent et pendant ce temps, les médias eux-mêmes, les organes eux-mêmes dépérissent. Je pense que c'est une situation qui devrait nous interpeller. Ah oui. Mais alors peut-être pour parler du journalisme citoyen, vous l'avez effleuré tout de suite. On voit aujourd'hui que les grands événements mondiaux sont souvent rapportés par des citoyens. C'est-à-dire que c'est des caméras citoyennes. Quelqu'un qui est à la plage, par exemple, qui assiste au tsunami, ou bien quelqu'un qui est avec sa femme. Ils sont partis observer le coucher du soleil et qui voit un avion qui dégringole, etc. Les grands événements mondiaux aujourd'hui sont rachetés par les grands médias et pas à des personnes qui n'ont jamais été dans une école de journalisme. Est-ce que ça ne complique pas un peu notre métier, la profession, l'envie, la durée de vie de notre profession, étant donné que tout le monde peut être journaliste maintenant, tout le monde peut être en présence d'un factuel qui restitue? Bon, l'avènement du journalisme citoyen est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose dans ce sens que beaucoup de citoyens honnêtes et avertis deviennent aujourd'hui de sources crédibles. Je voudrais illustrer par un fait qui s'était passé en Éthiopie. Lorsque le Premier ministre est décédé, le gouvernement voulait cacher la mort jusqu'à ce que la succession soit assurée. Il s'est trouvé qu'un des neveux du Premier ministre qui se trouvait au Canada a diffusé la nouvelle sur son support à lui. Et la presse a repris en filigrane et le gouvernement s'est empressé à annoncer la nouvelle. Ensuite, on m'a rapporté que le dernier accident qui s'est produit sur la route de Kindia, ce sont des passants qui ont filmé l'accident et qui ont dénombré le nombre de morts et qui ont donné l'information. Tant que ce sont des exemples comme ceci, on peut apprécier le travail que des citoyens journalistes, entre guillemets, pourraient faire. Mais lorsque des individus se déguisent en citoyens journalistes ou même parfois en journalistes, fabriquent de fausses informations pour créer une opinion autour d'un événement qu'ils veulent diriger vers un sens ou vers un autre, et ce sont d'ailleurs les plus nombreux. Je pense que ça, c'est dangereux. Vraiment, il y a beaucoup de fake news. Vous le faites allusion parce que tout dernièrement, même on a annoncé la mort de ce célèbre journaliste Sidiki Diabaté. Et maintenant, il avait été question d'organiser une journée de la presse en Guinée. Où en sommes-nous aujourd'hui dans les préparatifs?
Vous dites? Il avait été question lors de rencontre avec le président Alpha Condé d'organiser une journée de la presse en Guinée. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, je pense que cette question devrait être posée aux associations. Moi, je ne suis qu'un facilitateur. D'ailleurs, en ce moment, je suis à la maison de la presse où je vais communiquer tout à l'heure sur les défis et enjeux de la liberté de la presse. Mais je pense que pour faire une journée de la presse, il ne faudrait pas le faire dans la précipitation. Parce que la Guinée, la presse en Guinée est très vulnérable. Il y a des tentatives de récupération de certains journalistes jusqu'à la récalcitrance et tous les moyens sont mis en place pour cela. Je pense que si c'est cela l'objectif de la journée, il ne faut pas le faire. Par contre, si l'objectif de la journée, c'est de faire les états généraux de la presse, parce que depuis longtemps, depuis que le ministre Hervé avait fait les états généraux de l'information, il n'y en a pas eu à ma connaissance. Si c'est pour faire l'état général de la presse et de l'exercice de la profession, voir pourquoi depuis 1991, les journaux qui ont été créés n'ont pas pu être, par exemple, des quotidiens. Voir comment est-ce que les radios doivent pouvoir vivre de leurs propres ressources sans qu'il y ait des aides extérieures. Il est vrai que si la subvention est souhaitée, mais il y a des aides parfois qui viennent plutôt dénaturer le travail des journalistes. Si c'est pour faire cet état des lieux, je pense que c'est totalement utile. Et ensuite, avoir en face l'État, le gouvernement, pour que nous discutions à la fois des facilités que l'État peut accorder en tant qu'État, je dis bien en tant qu'État, peut accorder à la presse pour l'épanouissement de celle-ci. Parce que justement, le rôle des États, les États sont interpellés dans le cadre de la promotion et de la protection de la liberté d'expression. Et comme l'argent qui pourrait venir sous forme de subvention aux médias serait l'argent de chaque citoyen, il est tout à fait hygiénique de s'en servir dans les limites du fonctionnement des organes de presse. Si la journée devrait se résumer en cela, moi je suis tout à fait partant. Mais si c'est pour faire une sorte de troc pour dire qu'est-ce que vous nous offrez, qu'est-ce qu'en retour nous vous offrons, je pense qu'il faut s'en méfier. Oui. Alors peut-être pour revenir toujours aux enjeux de l'exercice de la profession, quel est votre regard sur la situation de la presse écrite guinéenne? Peut-être parce que là, quand on parle de presse écrite, je pense que dans la presse, au sein de la presse privée, il n'y a que un ou deux qui sont quotidiens et qui ne paraissent pas quotidiennement. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'avec les réseaux sociaux, avec les sites, avec les radios, les télévisions, la vie de la presse écrite est menacée. Est-ce que c'est votre point de vue? Bon, je pense que la presse écrite de par le monde, à l'exception de grands journaux qui résistent encore, à l'exception de ces journaux, la presse écrite est en danger de disparition. Et d'ailleurs, beaucoup de grands journaux se sont réadaptés en créant des sites spécialisés en sport, en culture, en mode, en d'autres domaines pour survivre. Par exemple, le journal papier est là parce qu'il y a encore des gens qui l'achètent et qui ne peuvent pas vivre sans lui. Mais en même temps, ces organes ont diversifié leur contenu et leur support au point que aujourd'hui, bon, ils existent. Je pense que la presse écrite guinéenne n'a pas pu encore s'adapter aux nouvelles technologies. Il est vrai que la Guinée n'a pas une tradition de publicité, au point que donc ces journaux ont du mal à exister matériellement et financièrement. Mais je pense qu'ils doivent pouvoir inventer le futur, comme disait le président Senghor. C'est vrai, ce sera difficile. Hier, j'ai vu le doyen Souleymane à la télé qui expliquait les difficultés avec des montagnes d'invendus. Je pense que si c'est un échec, il ne doit pas être attribué aux seuls propriétaires de ces journaux, mais aussi à l'État qui n'a pas assez fait pour que la presse écrite survive. Regardez même le journal étatique, il a du mal à se faire connaître en Guinée. Vous rechercherez Oroya partout, en dehors des bureaux des ministres et d'autres hauts cadres et des diplomates, vous aurez du mal à le trouver.
Je pense donc que tout le monde devrait se mobiliser, les propriétaires les premiers, puisque ce sont des entreprises de presse, et l'État derrière, pour que ces journaux-là vivent encore, parce qu'ils sont très utiles. Merci à vous, M. Boubacar Yassine Diallo. Je rappelle que vous êtes le promoteur de la radio Horizon FM. À présent, nous revenons à notre invité, M. Mamadou Dinde Diallo, docteur. Alors, un mot, la Guinée a reculé sur de 3 places donc dans ce classement mondial de la liberté de la presse en 2018. Comment l'appréciez-vous? Merci d'abord de me recevoir dans ce studio. Je suis très content de vous retrouver après plusieurs années d'absence. Je suis encore très fier d'avoir entendu le grand frère Yassine Diallo, qui est une icône de la presse aujourd'hui en Guinée. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble de ces soldats de la plume, ces soldats du micro, et qui vivent au quotidien pratiquement l'enfer pour pouvoir informer. Comme vous le dites, la Guinée a reculé de 3 points sur le classement mondial donné par Reporters sans frontières. Ceci dénote, n'est-ce pas, du climat sociopolitique même qui se trouve en Guinée. Ça va de pair. Quand le climat sociopolitique est tendu, le journaliste devient une victime. Et quand le journaliste est une victime, il faut s'en dire que Reporters sans frontières va dénombrer des cas de violation, de menaces, et donc le classement va se faire sentir. Donc mon sentiment est que c'est tout à fait normal. Ce n'a pas été un classement inventé, c'est un classement qui reflète la réalité. C'est dû à notre situation sociopolitique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique devrait se doter d'un organe d'observation de la pratique du journalisme à l'égard de Reporters sans frontières? Je sais qu'il y en a qui travaillent, il y a Media Foundation for West Africa qui est au Ghana, il y a le réseau IFEX qui est à Windhoek en Namibie, il y a aussi d'autres, mais on a l'impression que c'est le travail des RSF plus qui est considéré comme un travail de dimension mondiale. Oui, ça c'est comme toutes les institutions internationales. Lorsque nous prenons l'ONU, nous prenons la Banque mondiale. En fait, l'Afrique doit réinventer tout ça. Nous sommes tous restés scotchés sur ce qui se fait à l'extérieur du continent africain. C'est comme un peu la CPI. Et vous savez bien que la CPI, elle existe, elle surplombe toutes les autres structures nationales ou transnationales, mais il faut réinventer. Je suis tout à fait d'accord que nous devrons aussi en Afrique avoir notre baromètre. Enfin, il y en a. Il y a même, je pense même à Mediaret Regenda du Nigeria qui fait un excellent travail de monitoring, mais dont les résultats ne sont pas tellement publiés. Oui, ils sont publiés, mais ne sont pas tellement connus. Et voilà, n'ont pas un essor, n'ont pas, disons, une certaine influence comme les baromètres de Reporters sans frontières. Oui, comme vous le savez, RSF utilise n'est-ce pas, des canaux de communication super puissants à travers le monde. Donc, bien sûr, donc ils surplombent tout ce qui se fait de bien au niveau local. Ça veut dire que il faudrait que nous, les Africains, nous essayons de travailler pour que nous puissions nous faire voir. Il faut se vendre. Il faut vendre notre outil de baromètre. Si nous ne le vendons pas, il ne sera pas connu. Voilà. Alors, quel regard portez-vous sur la pratique du journalisme actuellement en Guinée? Vous avez écouté Boubacar Yassine qui disait aujourd'hui on est envahi par du n'importe quoi. Eh bien, je suis tout à fait content parce que à travers ma thèse, ceci ressort. L'histoire de la Guinée, l'histoire du journalisme en Guinée est remplie, n'est-ce pas, de cette période où des gens ont exercé ce métier sans être des professionnels. Pendant la période coloniale, tous ceux-là qui ont exercé ce métier n'étaient pas des journalistes, n'étaient pas des gens formés, c'est des militants. C'est des militants pour communiquer qui sont mués en journalistes de circonstance. Durant la Première République, ce sont des fonctionnaires qui ont été idéologiquement travaillés et puis on les a formés sur l'État pour être des journalistes. Yassine Diallo est l'un des rares qui ont n'est-ce pas, qui ont eu le privilège d'aller se former en tant que journaliste, n'est-ce pas, en Europe de l'Est et de revenir avec, n'est-ce pas, des qualités de journaliste. Ça se ressent sur lui, ça se ressent. Ensuite, il y a eu, n'est-ce pas, la période de la libéralisation de la presse écrite. Alors, d'abord la presse écrite, puis après, n'est-ce pas, l'audiovisuel. Et comme l'enseignement, tous ceux qui n'ont pas trouvé de l'emploi ailleurs se sont jetés
dans, n'est-ce pas, ce métier. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'étais déjà journaliste freelance. J'aurais pu rester journaliste. Parce que si je n'avais pas eu, n'est-ce pas, un autre métier, je serais resté journaliste. Alors, dans ce domaine, aujourd'hui, il faut que l'État puisse prendre, n'est-ce pas, des garde-fous pour que ce métier revienne à ceux qui ont fait, n'est-ce pas, le métier du journaliste. Et comment le faire? Comment le faire? Ouais. C'est la question qui se pose aujourd'hui aussi au niveau de l'éducation. Comment faire pour qu'il n'y ait que des enseignants, n'est-ce pas, des gens formés comme enseignants qui deviennent des enseignants? Si le président dit que les enseignants sont mal formés, il a raison, c'est parce que ceux qui viennent maintenant là ne sont pas des enseignants. Ce sont des gens qui recherchent de l'emploi et se disent en attendant, je vais être. Alors pour cela, il faut que l'État puisse prendre des lois et demander, n'est-ce pas, aux patrons de presse de recruter que ceux-là qui viendront, par exemple, avec un diplôme. Donc, n'est-ce pas, cette formation. Alors, on va savoir qui est qui. Mais tant que c'est un peu le libéralisme sauvage, le libéralisme est très bien, mais il faudrait que ce soit un libéralisme encadré. Mais tant que c'est le libéralisme sauvage, je suis le propriétaire, j'emploie qui je veux. Et ça aussi, c'est c'est des patrons un peu malhonnêtes qui ne veulent pas, n'est-ce pas, employer des journalistes professionnels parce que le journaliste professionnel va coûter plus cher. Il va coûter plus cher parce que lui, il est professionnel. Quelqu'un qui est à la recherche de l'emploi, quelqu'un qui a fait un chômage de 5 ans, 10 ans, vous lui dites, il sait parler, vous lui dites, viens prendre le micro. Alors, vous pouvez lui tendre 200 000, 300 000 par mois, il va l'accepter parce que c'est une porte d'entrée pour lui. Il s'est dit, le journalisme, je ne suis pas venu pour y rester, mais c'est un tremplin. C'est pour me faire connaître et puis aller ailleurs. Voilà. Donc tant qu'on va être dans ce cadre-là, vous aurez n'importe qui dans ce domaine. Docteur Mamadou Dinde Diallo, vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Kindi avec nous dans et de Lynx. Quels sont les enjeux et les défis alors qui se posent à l'exercice ou à la pratique du journalisme en Guinée? Sont nombreux. Il y a beaucoup d'enjeux. Tout à l'heure, le doyen Yacine parlait de l'équipement. Pour parler d'une bonne radio, pour parler d'une bonne presse écrite, il faut de l'équipement. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, on n'imprime pas le papier comme on l'imprime ici, de façon vraiment traditionnelle. La rénotype et autres, vraiment, là-bas, c'est des chaînes. Ouais. C'est des chaînes. Les rotatives. Les rotatives. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas de quotidien. Tout à l'heure, vous avez demandé, mais pourquoi il n'y a pas de quotidien? Mais il n'y a aucun moyen pour faire un quotidien ici. Il n'y en a pas. Pour monter un journal, il faut passer par la planche, il faut passer par la version papier, la plaquette, tous les cançons, etc., etc. Ça vous prend combien de temps déjà pour monter un journal? Alors que de l'autre côté, c'est par ordinateur. Déjà, le journal est déjà monté. On ne fait que, n'est-ce pas, coller les papiers et puis, paf, le film est parti et la rotative, elle marche. Le journal, il sort chaque jour en Côte d'Ivoire à 4 h du matin. Frappe-Mat est déjà disponible. C'est pas jour, comme au Sénégal. Jusqu'à Korogo. Jusqu'à Korogo. Déjà à Korogo, il est partagé. Exactement. C'est parce que il y a non seulement ces moyens techniques, mais aussi un réseau de distribution très bien fait. Très bien fait. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Et des chauffeurs, il y a des intermédiaires qui sont dans les villes, des points de vente, vraiment des semi-grossistes, tout. Alors, il faut ça, la Guinée, pour la presse écrite, lorsque je faisais mes enquêtes. Mais ça se limite à Conakry. C'est Conakry, le principal marché. L'intérieur, il peut faire une semaine sans voir d'abord le journal. Même Conakry, c'est Dixine. Ça ne dépasse pas à Dixine. Très bien. Nous avons des amis à 36, à Somphonia, à Lansanaya, je ne sais pas quoi, de l'autre côté, voilà. Manéa, voilà. Qui viennent, sont obligés parfois de payer le transport et de venir chercher un journal en ville. 3 000 francs. Exactement. Donc ils payent 6 000 francs. Voilà. Transport, ils viennent dire, bon, donnez-moi un journal qui coûte 3 000 francs. Alors qu'ailleurs, les gens, ils sont abonnés. Tout à l'heure, le doyen Yacine disait qu'il faudrait qu'on réinvente par rapport à la presse écrite. Mais en Europe, ils ont réinventé. C'est des gratuits. Il y a beaucoup de journaux gratuits qui sont financés par la publicité, uniquement par la publicité. Dans le métro parisien, vous rentrez, vous avez, n'est-ce pas, plein de journaux qu'on vous distribue gratuitement. D'ailleurs, vous prenez, on vous distribue même pas. C'est à la rentrée, vous prenez comme vous voulez. Mais c'est pas gratuit. Il s'est écrit gratuit, mais c'est pas gratuit. C'est déjà prépayé par des annonceurs. Mais si les annonceurs savent que, n'est-ce pas, le produit qui est mis en vente va arriver au dernier village ou bien va toucher le plus grand nombre de personnes,
mais ils sont prêts à investir. Mais c'est ça le problème. Donc il faudrait qu'il y ait beaucoup de moyens pour la presse audiovisuelle. Vos radios, je suis désolé, mais c'est des radios locales. Leurs rayons d'action sont très faibles. Lorsqu'on quitte ce studio, plus vous partez vers 36, le signal se perd. Le signal se perd. Donc il faut être à proximité de la radio pour pouvoir bien la capter. Alors il faut des moyens. Il faut des moyens. Donc le défi, il est aussi bien technique pour, n'est-ce pas, la presse, mais également la formation des acteurs, les journalistes. Il faudrait qu'ils soient formés à ce métier. Pour faire un reportage, il y a un angle d'attaque. Et si vous ne savez pas le faire, si vous ne connaissez pas la déontologie, si vous ne savez pas que vous avez là entre la main un outil qui peut aussi être un outil de développement qu'un outil de destruction, alors vous, les journalistes, vous êtes, n'est-ce pas, un danger potentiel pour la stabilité de la nation. Le journaliste mal formé, c'est comme un militaire mal formé. Vous êtes dangereux. Un journaliste bien formé, c'est comme un militaire bien formé. Il est, n'est-ce pas, fait pour le développement de la nation. Donc le défi technique et humain. Il faut qu'on réussisse. Ça va prendre du temps, mais ça commence à prendre trop de temps. C'est vrai. Ça commence à prendre trop de temps. La presse est libre en Guinée depuis 1991. Et puis, quelque chose que vous n'avez pas remarqué, c'est extraordinaire. La presse a été libérée par des militaires, pas par les civils. C'est le pouvoir militaire. La première loi sur la liberté de la presse, c'est au temps du général Lansana Conté. La deuxième loi, c'était au temps du général Sékou-Ba Konaté. Ben, elle est civile. J'attends, n'est-ce pas, une action forte d'un président civil qui va apporter quelque chose à la presse. Voilà. Docteur Mamadou Dinde Diallo, vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Kindia, avec nous dans de Lenx. Nous marquons une petite pause, on se retrouve juste après.